veut pas être trop long aujourd'hui. Nous allons aborder le deuxième et le troisième lab qui seront relativement simples. Je vous invite donc à suivre pour capter le maximum dedans. Donc, dans ce lab, nous allons parler des deux technologies de cette semaine que sont GitHub Action, que nous allons utiliser pour automatiser nos scripts GitHub, et Docker. Nous allons revenir encore sur Docker parce que nous l'avons déjà fait afin de reconsolider tout ce qu'on est en train d'apprendre. Après cela, on va présenter rapidement le mini-projet de cette semaine. Et puis, la séance sera ouverte pour régler les difficultés qui ont pu survenir dans la réalisation des labs ou bien du mini-projet de la semaine précédente. Donc, cette séance ne va pas nous prendre théoriquement tous les 2 heures. On va essayer d'aller vite. Le contenu n'est pas trop long aussi, donc il y aura du temps. Donc, pour ceux d'entre vous qui ont rencontré des difficultés dans la réalisation du mini-projet, du lab, dans l'implémentation des environnements, ce sera le moment idéal pour, voilà, vous allez partager votre écran. Ça va être de l'assistance, donc vous allez partager votre écran, on va tous voir avec vous et on va voir à quel niveau ça coince. Maintenant, pour les soumissions, je vois que lors de la séance passée, il y a 2 qui m'ont informé de ce que ils ont déjà soumis normalement. Une m'a dit qu'elle a eu des difficultés. Aïcha, toi, a dit qu'elle a soumis. J'ai regardé un peu les résultats. Finalement, dans le fichier, j'ai vu que l'inscription de Aïcha, je n'ai pas encore checké. Aïchata, pardon. J'ai vu l'inscription et voilà, sa soumission à elle. Et bon, il y a quand même des petits éléments sur lesquels je pense qu'il faut revenir. Donc, je pense qu'elle n'est pas là actuellement. On va quand même commencer sur le lab d'aujourd'hui et espérer rebondir sur ces détails-là Il a rechargé mon Netflix, donc il est connecté à la télé. au moment opportun. Tu as un bouton Netflix sur la télécommande. Tu peux appuyer. Là, tu n'as pas Netflix. Zidraman, je pense que ton micro est ouvert. Ah, c'est pas la musique là-bas, oui, la douche là-bas. Allô, Zie, ton micro. Ok, je vais le couper ici. C'est bon, tu peux continuer. D'accord. Très bien. Donc, on va passer à la leçon de cette semaine. Au lab, pardon. Donc, je vais me rendre dans le dossier de lab. Je vois que ça, il n'y a pas la mise à jour sur votre écran. Arrêtez le partage. Partager tout l'écran, tout l'écran. Minimiser. Mode plein écran. Ok. Je pense que maintenant vous voyez mon écran. Just wait one moment. Ok, je pense que maintenant vous voyez mon écran correctement. Yes. Très bien. Donc, là, on va commencer par le deuxième lab qu'on a entamé la dernière fois. Donc, le lab qui se trouve dans le dossier Week 2, Two Labs, then Zero to Action in Action. Donc, dans ce lab, l'objectif c'était d'explorer quoi déjà? C'était d'explorer GitHub Action, notamment de voir comment cet outil-là marche. Et donc, dans le premier lab, déjà, je vous rappelle, on a essayé de déployer dans Docker le modèle de langue Llama 3. Dans ce lab, en fait, vous avez 2 autres dossiers, que sont le dossier front-end et le dossier back-end, qui sont exactement... Back-end, c'est le dossier qui contient notre projet Fast API qui vient de la semaine 1, où on déploie le modèle. Voilà, tout y est. Donc, le modèle est enregistré, le fichier backend.python est là pour desservir ce modèle-là grâce au framework Fast API. Donc,
tout ce qui a changé dans ce dossier en passant de la semaine précédente à celle-ci, c'est l'ajout du fichier Dockerfile dont on a discuté également déjà dans les cours. Donc, Dockerfile qui est quoi? Qui est un fichier qui va nous permettre de pouvoir créer un conteneur, une machine virtuelle en quelque sorte, pour containeriser les spécifications, les spécificités, l'environnement de notre projet. On a déjà décortiqué également ce code la dernière fois. Première instruction, on prend comme image de base la version 3.10 de Python. Ces instructions-là, on crée un répertoire de travail, on copie notre fichier requirement, on installe grâce à la commande pip install tous les requirements dans cette machine virtuelle, on copie le reste des fichiers et enfin la commande finale pour démarrer notre projet qui sera accessible via le port email. Voilà donc théoriquement ce que fait ce fichier. L'autre dossier également, nous avons le dossier front-end. Dans ce dossier, nous avons également un fichier Dockerfile. C'est la seule différence pour le même dossier qui a quitté la première semaine. Pareil, les instructions sont les mêmes ici, c'est juste le port sur lequel le service sera exposé et cette dernière commande-là qui permet de démarrer ce projet Streamlit qui est différent. Donc, on a ces deux différentes versions-là dans les deux projets. Et donc, une fois qu'on a normalement ces fichiers-là, ces Dockerfile, on doit faire quoi? On doit build. On doit faire Docker build -t, on met un nom, peut-être backend, et on fait espace point pour dire ce dossier-là. Donc, ça va créer une image, parce que là, maintenant, c'est le fichier de configuration qui crée les images qui sont dans chacun de ces dossiers-là, aussi bien le backend que le front-end. Donc, on doit build comme on l'a vu dans le cours, je vous invite à le relire, très important. On doit build pour créer les images. Et donc, une fois qu'on a créé ces images, désormais, on pourra déployer à partir de ces images. Ces images-là, en quelque sorte, sont des machines virtuelles qui contiennent les configurations, notre code, ça contient tout. Ça n'atteint que Docker Run, genre, voilà, qu'on exécute ces commandes pour que ça démarre. Donc, c'est une boîte dans laquelle maintenant on a toutes les configurations de notre projet et qui marche parfaitement et qui sont prêts à être déployés dans n'importe quel environnement, n'importe quel serveur, n'importe quelle plateforme. Donc, qu'est-ce qu'on va faire dans cette semaine et pourquoi ce lab il est intitulé Action in Action? C'est qu'on va essayer de faire ce build-là, non pas sur notre machine, mais on va le faire dans un processus qui s'intègre un peu à de l'automatisation. Et donc, pour le faire, on va utiliser GitHub Action. Donc, ce qu'on va voir ici, c'est de voir comment on va utiliser GitHub Action pour que, au push, voilà, parce que ces projets-là sont sur GitHub, par exemple. Lorsqu'on va pusher un élément donné, ça va faire le build de nos images, non pas sur notre ordinateur, mais sur des serveurs de GitHub, et va automatiquement placer l'image résultante de ces opérations-là euh, dans un environnement qui est Docker Hub pour nous. Donc, pourquoi j'ai pensé le lab comme ça? C'est pour que vous puissiez également simplement l'exécuter. Pourquoi? Parce que builder ces images-là sur votre ordinateur, pour ceux qui sont habitués à Docker, vous allez voir, parfois ça prend du temps, parfois ça consomme assez d'Internet. Ici, on récupère, si vous avez bien vu les instructions, on récupère que une version 3.10 de Python comme image de base slim. Donc, c'est assez léger. Mais dans certains cas, dans certains projets, vous serez obligé de prendre, par exemple, la dernière version de Ubuntu, donc tout le software, par exemple, et ça peut peser lourd. Ou la dernière version de Node. En tout cas, vous pourrez être amené à prendre des trucs parce que ça crée entièrement une image. C'est comme un système d'exploitation, c'est comme un ordinateur. Donc, ça peut être lourd pour vous et assez consommant en Internet de pouvoir tourner sur la machine. Donc, comme ça s'inscrit dans notre processus d'automatisation, on va le faire automatiquement sur GitHub grâce aux ressources, au serveur de GitHub et indépendant de vous. Et dès que le job est bon, dès que le travail est fini plutôt, ça va vous mettre à disposition l'image. Donc, voilà, on va essayer de parcourir ensemble ce notebook. C'est assez simple, mais c'est un élément que j'aurais pu faire également dans l'interface, mais je préfère qu'il soit ici pour qu'il y ait des traces pour vous. Là, vous pourriez reprendre éventuellement. Donc, déjà, il vous faut avoir un compte GitHub. Tout le monde a un compte GitHub. Deuxième prérequis, il vous faut avoir un compte Docker Hub. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, quand on va builder ces images-là, parce qu'on ne les build pas sur notre ordinateur, on doit les mettre quelque part. Si on était sur notre ordinateur, il n'y a pas de souci, c'est déjà sur notre ordinateur. Donc, Docker, c'est l'outil qui nous permet de créer ces images. Ils ont pensé à Docker Hub pour sauvegarder l'ensemble des images. Donc, je peux aller sur Docker Hub. Voilà. Docker Hub, ça ressemble à ça. Je vais
je n'ai pas les accès dans ce navigateur. Je vais me connecter ici. Voilà. Et je fais Docker Hub dont vous venez, vous allez vous inscrire. C'est le deuxième prérequis. Vous allez vous inscrire. Moi, je pense que je vais me connecter. Il y a Ah, ok, super. Ça ne m'a pas demandé de mot de passe. Et donc, quand vous arrivez dans votre compte Docker Hub, ça devait ressembler à ceci. Et donc, dedans, vous allez voir, comment on dit, les images, si vous en avez, les organisations. Ah, le dossier repository ou l'onglet, c'est cet onglet-là qui va nous intéresser. Et donc, vous pouvez déjà voir CatDog API. Voilà, CatDog API, CatDog Frontend. Voilà, vous allez comprendre tout à l'heure le sens de tout ça. Et ce chiffre bizarre que vous voyez là, c'est, on va dire, mon nom d'utilisateur. Voilà. J'ai créé ce compte quand j'étais encore en première année d'université, donc je ne savais peut-être pas tout ce que je faisais exactement. Ça, c'est mon matricule. Mais pour certains qui vont créer leur compte, vous allez voir, il y aura votre nom là. Voilà. Donc, vous choisissez ce que vous voulez. Donc, ce chiffre, c'est juste le nom du compte. Donc, voilà. Donc, voilà le deuxième prérequis. C'est très simple. L'URL est là. Il faudra simplement vous inscrire sur la plateforme. Donc, si vous inscrivez, vous devez créer un repository. C'est quoi le concept de repository? C'est exactement comme sur GitHub, vous avez des repositories. Vous avez en quelque sorte de dossier sur GitHub qui héberge chacun de vos codes. Donc, ici, on a deux projets. On a un projet back-end, on a un projet front-end qu'on va build et qu'on va mettre à disposition. On veut stocker les images. Ce n'est plus tout le code, mais les images. Donc, il fait sens qu'on doit créer également deux repositories, chacun pour chacun de ces dossiers-là, pour chacun de ces codes qu'on va builder. Donc là, vous voyez, j'ai déjà créé 4 doc-front. Donc, c'est assez simple. Il faut juste faire create new repository. L'interface est la même. Vous mettez le nom du repository qui est CatDog. Moi, j'ai mis CatDog parce que c'est le même modèle de la première semaine qui fait de la classification chien et chat. Donc, CatDog front pour héberger justement quoi? Le front-end. Je n'ai pas besoin de mettre de description. Voilà. Et je laisse ça en mode public. En mode public, c'est exactement le même concept comme sur Git, où vous avez soit des repositories privés, soit des repositories publics. Voilà. Donc, je le laisse là, public, et je fais create. Donc, voilà. Donc, je l'ai fait. Si je reviens sur repository, je l'ai fait voilà, pour le front et pour l'API, je l'ai fait pour les deux. Voilà. Après, qu'est-ce qu'il faudra faire? Une fois maintenant qu'on a créé ces repositories qui vont accueillir les images, nos images, une fois qu'ils sont buildés, on doit maintenant faire la configuration, n'est-ce pas? Faire la configuration. Donc, on va aller récupérer un token. Donc, pour récupérer ce token, on va dans votre compte ici. Vous avez le compte, vous allez voir que c'est assez similaire même sur Git. Vous allez dans Setting, voilà, et compte Setting. Where is it? Where is it? Security, normalement. Yeah, security. Voilà, Personal Access Token. Voilà. Vous allez dans l'onglet Security, Personal Access Token. Bah voilà. Et il y a des tokens là. Et on peut créer, we can generate a new token. Donc, on peut créer des tokens là. Je pense qu'ils ont changé légèrement l'interface en quelques jours. C'est pourquoi je me perds. Alors, donc, vous voyez, donc on va pouvoir cliquer sur ce bouton New Token là, et voilà, ça va nous générer un token. Donc, naturellement, vous aurez un pop-up comme ça après où il faut copier ce token. D'accord? Donc, ce token, ça va servir à quoi? Exactement, comme vous avez un truc comme Docker Hub ici, où on veut pouvoir envoyer des images. Donc, vous vous doutez bien que ça va être à travers un code. Le code va builder notamment sur GitHub, il va rester dans GitHub, builder vos images. Mais une fois fini, il faut qu'il envoie les images là sur Docker Hub ici, qui est un autre système, une autre plateforme. Donc, le token va servir à quoi? Comme mot de passe ou comme système d'authentification pour que n'importe qui n'ait pas accès à votre compte pour builder ce genre de truc. Donc, ce token, vous en doutez qu'on va l'utiliser là où on va builder l'image pour dire à la fin de l'image, grâce à ce token, connecte-toi à mon compte Docker Hub et envoie l'image dans le bon dossier que j'ai préparé ici, donc dans les repositories. Donc, on va pouvoir également fournir, on va devoir fournir le nom des repositories qu'on a créés de ce côté-là.
Donc, moi, je l'ai changé naturellement. Donc, je l'ai modifié avant la capture. Donc, on copie ce token-là avant de fermer ce pop-up qui nous est donné. Donc, une fois que c'est bon, il faut définir maintenant, on veut builder nos images, il faut définir ce token-là, il faut le mettre dans GitHub, dans ce qu'on appelle les secrets, les environments. Et donc, voilà typiquement la prochaine étape. Il faudra se rendre sur GitHub pour renseigner cette clé. Maintenant, comment et où on renseigne cette clé? Je vais le faire directement ici. Je ne vais pas le refaire parce que c'est fait, mais je vais vous le montrer. MLOps. Voilà. Donc, vous vous retrouvez dans le projet, en fait, le projet qui contient vos images sur GitHub, les images qui vont être buildées. Et il faut aller dans Setting, je pense bien, Setting. Voilà, Setting au niveau du projet. On va dans Setting, on va dans Set Secret and Variable. On fait Action, je pense bien, voilà. Donc, Secret and Variable Action. Donc, cet onglet-là ou bien cette partie-là de GitHub vous permet de définir des mots de passe ou tout élément que vous voulez utiliser pour faire de l'automatisation, mais qui doit être gardé secret. Par exemple, imaginons, j'ai déjà dit, on va voir GitHub Action tout à l'heure, mais GitHub Action vous permet de builder, n'est-ce pas? Et quand il va builder, il doit envoyer l'information sur Docker Hub. Donc, il a besoin de ce token qu'on a généré ici précédemment, qui est quand même un truc secret. N'importe qui l'a a accès à votre compte. Donc, accès à votre compte Docker Hub. Donc, il faut trouver un moyen safe de définir ce token-là pour que ça ne soit pas visible. Donc, c'est à ça que c'est cet onglet. Vous venez là, tac, tac, et vous faites Add New Secret. Et quand vous faites Add New Secret, ça vous me dit de mettre le nom de votre variable. C'est comme les fichiers d'environnement. Le nom de votre variable, c'est peut-être un name. Voilà. Et vous allez définir le contenu ici qui est, voilà, DH, un truc comme ça. Et vous faites Add Secret. Quand on fait Add Secret, ça crée, vous ne verrez plus le contenu de name, mais GitHub va stocker de façon safe que name contient DAH. Et donc, dans les scripts d'automatisation, quand vous allez pouvoir vous référer à cet argument-là ou bien à cette variable name pour dire, par exemple, va ici, prends le contenu de name, voilà, pour faire la connexion avec d'autres systèmes externes. Donc, c'est un moyen safe de stocker en fait tout ce qui est sensible, mais dont vous avez besoin pour exécuter ou faire des tâches d'automatisation. Donc, voilà, vous aurez remarqué, moi, j'ai déjà, c'est pas grave ça. Moi, j'ai déjà rajouté les deux tokens. Actuellement, on est en train de parler de Docker Hub Token. Après, il y a aussi Docker Hub Username. Donc, j'ai rajouté, pas ce process-là, mon username que vous avez vu tout à l'heure, et également mon token, enfin, ce token qui a été généré ici. Donc, c'est ce que j'expliquais dans la prochaine étape. Il faut aller dans Setting, Secret and Variable, then Action. Et après ça, exactement, je crée le premier secret qui est comme ça. Je mets le contenu associé. Je n'ai pas mis le slide pour le second, mais on le fait également pour Docker Hub Username. Je vais faire la mise à jour. Et donc, voilà. Same for Docker Hub Username. It was here. Voilà. Donc, comme ça, on aura défini les secrets. Maintenant, on a créé notre repository, c'est-à-dire nos dossiers qui vont accueillir nos images. On a récupéré le token, on l'a défini dans l'environnement qui va faire le build. Concrètement, maintenant, comment va se faire le build? C'est ce qu'on va voir ici. Donc, je vous ai expliqué ça la dernière fois. On est en train de se baser sur GitHub Action pour faire de l'automatisation, pour faire du CI/CD, du Continuous Integration and Continuous Deployment. Donc, ce qu'il faut faire déjà que j'ai expliqué la dernière fois, c'est que dans votre projet, n'importe quel projet GitHub, il faut créer à la racine le dossier qui se nomme ainsi, qui se nomme .github. Et dans ce dossier, vous créez un autre dossier workflow, exactement comme ça, avec S, avec cette syntaxe. Donc, une fois que vous créez ces deux dossiers imbriqués les uns dans les autres, il faudra rajouter simplement un fichier .yaml. Vous le nommez comme vous voulez, mais l'extension doit être .yaml. Donc, moi, je l'ai appelé build.yaml parce que c'est ce fichier d'automatisation-là qui va builder, voilà, qui va faire le build, qui va créer l'image justement de nos conteneurs. Donc, je crée ce dossier-là, dont vous pouvez remarquer là que à la racine du projet, même si je veux déployer un truc qui se trouve dans la semaine 2 ici ou tout ce que je veux, c'est à la racine vraiment du projet.
Donc, je retourne sur GitHub. Here, voilà, week 1, week 2, week 3, c'est vraiment un dossier qui est à la racine. Donc, vous avez GitHub/workflow. Et donc, quand je rentre dans ce dossier, voilà le fichier que j'ai créé également, build.yaml. Voilà. Et voilà le contenu. Donc, on va le décortiquer. Et voilà, c'est juste ce fichier-là qui va faire le job pour nous. Et on va le tester. Donc, je vous ai laissé le code ici dans la présentation. Mais non, on va revenir dessus. Et donc, concrètement, lorsqu'on va parcourir le contenu de ce code-là, on va voir que sur des événements, lorsqu'on va effectuer des actions précises, il va exécuter, le script va s'exécuter. Et donc, quand ça va s'exécuter, voilà, l'onglet où il faudra vérifier, ça, c'est l'onglet Action. Donc, cet onglet Action va vous montrer, en fait, le déroulement des scripts automatiques, comme ce genre de script dont on va décortiquer le contenu tout à l'heure. Donc, vous voyez, on a fait quelque chose dans le code là-bas, là, et quand on fait une action spécifique, quand vous allez dans cet onglet-là, vous allez voir, voilà, ça, c'est une exécution précédente. Vous allez voir, ça tourne. Vous allez voir ce genre de truc-là, ce truc jaune qui tourne là, qui tourne. Et ce test qui est en gras, c'est votre commentaire. Quand vous faites un commit, vous mettez souvent un nom. Vous voyez. Donc, ça, c'est le commit que j'ai mis. Et vous voyez, ça va tourner. Et quand vous allez cliquer dessus, ça va vous amener sur une aperçu comme ceci. D'accord? Et donc, dans cet aperçu-là, vous allez voir, regardez, copy, point, point, export in image. C'est typiquement les instructions qu'on a mis dans notre Docker, dans notre Dockerfile. Donc, ça veut dire que quelque chose s'est passé et GitHub a effectivement récupéré le Dockerfile et il est en train d'exécuter comme sur une machine, en fait. Vous voyez, c'est assez stylé dans le genre terminal. Donc, il est en train d'exécuter, de builder nos images et tout ça. Et à la fin, il va rendre ça disponible sur Docker Hub. Donc, quand ce script qu'on va explorer tout à l'heure va finir, vous voyez, les deux, comment on appelle ça, dossiers qu'on a créés, les deux repositories qui sont créés sur Docker Hub, vous allez voir, regardez, voilà, last push 6 minutes, 6 minutes, and here last push 7 minutes ago. Donc, ça veut dire quoi? Pusher, c'est mettre quelque chose dans un dossier. Ouais, c'est le même concept. Donc, quand il a fini, des images ont été vraiment envoyées dans ce dossier-là il y a 6 ou 7 minutes, au moment où je réalisais cela, bien sûr. Et donc, si on revient ici, check. Voilà, here. Voilà. On peut voir, voilà, le dernier push, il y a 12 jours, voilà, ce genre de truc. Et vous allez remarquer, ça, c'est pour voir last push. Donc, un truc que vous allez créer quand vous allez exécuter celle-là, vous verrez que c'est 0,0. Le dernier push, ça date, il n'y a pas de push. Mais après, dès que vous allez le voir, vous allez voir que oui, ça va vous indiquer qu'il y a quelque chose dedans. Et ces éléments ici, c'est le nombre de fois ces images-là ont été utilisées, téléchargées. Donc, on build des images qu'on envoie, on va voir dans le dernier lab comment récupérer aussi ces images-là. Et donc, chaque fois que vous allez faire un code Docker pull ou bien pour récupérer cette image pour l'utiliser, il va incrémenter ici le nombre de fois que cette image a été récupérée par vous ou par quelqu'un d'autre, étant donné que c'est des images publiques. Voilà. On l'a mis dans le domaine public. Donc, le nombre de fois ces images ont été récupérées pour utilisation, ce chiffre-là va grimper. OK, naturellement, vous pouvez aussi cliquer dessus et rentrer pour voir le contenu. Donc, c'est une image qui a été buildée pour Linux. Voilà. Il n'y a pas trop grand détail à voir. Donc, voilà concrètement le contenu de ce lab, comment ça va se passer. Maintenant, on va voir ce fameux fichier qui fait tout le job pour nous. Donc, pour que ce soit plus clair, j'ai rajouté des commentaires, donc je vais rester ici. J'espère que vous voyez bien. OK. Donc, regardez le contenu de ce fichier. Première instruction, on met name. Name pour juste dire, voilà, c'est un attribut, vous mettez ce que vous voulez dedans. Build Docker Container pour dire un peu ce que le fichier fait. D'abord, les fichiers YAML, YAML ou bien YML, comme vous voulez, les deux, ça marche. Il faut que, en fait, comment on dit ça, la tabulation, voilà, tel que c'est là, c'est très important dans ce genre de fichier de configuration. La tabulation est un truc qui est important. Donc, regardez bien la syntaxe. Name, on met le nom de ce que ça fait. On met on. Donc, on, c'est pour faire quoi? Quand on aborde parce que je raconte GitHub Action la dernière fois, on a parlé des événements. Donc, pour dire que ces fichiers-là qui exécutent des scripts automatiques se déclenchent lorsque des événements surviennent. Donc, l'instruction pour déclarer les événements dans ce genre de fichier, c'est on. On met on, deux points. On met push pour dire, OK, ce fichier-là, il va travailler ou bien il va démarrer lorsque on push
lorsqu'on va pusher sur la branche main. Vous voyez, lorsqu'on va pusher sur la branche main. Donc, le concept de branche, vous le connaissez également. Ce code-là, il est sur la branche main actuellement. Donc, s'il y a votre code primaire sur la branche main et que d'autres développeurs sont sur d'autres branches, peut-être la branche develop, la branche test, la branche, voilà, vous mettez la bonne branche. Voilà. Donc, c'est pour dire que ce n'est pas seulement quand on push que ça va commencer. Si vous dites push, il va travailler quand on va pusher. Maintenant, sur quelle branche? Sur la branche main. Il y a également d'autres. Il n'y a pas que le git push, git commit. On peut également faire aussi des tags dans GitHub. Des tags qui sont de genre de code. Je pense que c'est git tag. J'ai oublié la syntaxe, mais c'est git tag quelque chose. Pour créer des tags quand vous travaillez. Des tags, par exemple, vous allez mettre des versions dans les tags. Donc, vous faites un truc git tag, vous mettez le nom de version v-1.1. Ça veut dire que vous venez de créer un tag qui correspond à la version 1.1 de votre travail. Et donc, quand vous le faites, ce script-là va se déclencher lorsqu'il y a des tags. Il va récupérer le nom de tag et faire le build de l'artefact qui correspond donc à ce que vous allez faire. Donc, c'est comme ça, vous allez voir, il y a des projets sur GitHub, il y a des versions 1, version 2, version 3. C'est souvent des tags qui sont utilisés avec ce genre de script d'automatisation pour générer ces artefacts-là, pour générer ces releases. Donc, ici, pour faire simple, notre script va se déclencher lorsqu'on push sur la branche main. Très bien. Donc, voilà le déclencheur de ce script. Maintenant, le job, qu'est-ce que ça va effectuer sur la branche main ou bien lorsqu'on fait des tags? Voilà. Maintenant, on va explorer les deux. On peut rajouter beaucoup d'événements. Maintenant, quels sont les jobs? Qu'est-ce qui va se réaliser lorsque, justement, ce script va commencer? C'est décrit par l'instruction job. Donc, ce job-là, on l'appelle build and push. Et donc, d'abord, il faut spécifier sur quelle plateforme, enfin, c'est quand même un serveur. Si ce n'était pas GitHub, c'est votre ordinateur qui le ferait. Donc, il faut spécifier, je vais dire, ce serveur-là sur lequel cette opération s'exécute de façon courante. Donc, on va dire Ubuntu la test, n'est-ce pas? Donc, pour utiliser la dernière version de Ubuntu, donc GitHub va mettre à disposition un serveur qui est un système d'exploitation Ubuntu. Et c'est sur ça que toute cette opération va s'effectuer temporairement pour faire votre job. Donc, maintenant, on va décrire qu'est-ce qu'on va faire concrètement pour aboutir à ce résultat. C'est ça qui est décrit dans les steps. Ouais, regardez bien l'indentation. On indente et on fait tirer. On donne le name. Donc, setup QEMU, on dit use docker / setup QEMU action. Donc, ce truc, c'est quoi? Ce truc, c'est une action qui a été créée par GitHub. Donc, GitHub également, pour vous dire, a également des actions dans son repository. Donc, cette action-là, il fait quoi? Donc, this step up QEMU, which is a hardware virtualization tool. It allows to build and run Docker image for different CPU architecture on the current machine. Donc, typiquement, quand on va mettre ce genre d'instruction-là, c'est pour dire, ça va permettre à Docker, justement, de pouvoir tourner, de pouvoir faire le build sur différentes architectures. CPU, ou bien voilà. Par exemple, moi, j'ai un Mac et c'est ARM, donc c'est Linux ARM 64. Donc, sur ce genre d'architecture-là, je peux spécifier que je fasse le build pour ce genre d'architecture. D'autres vont pouvoir utiliser Linux AMD 64. Donc, il y a plusieurs types d'architecture. Donc, typiquement, cette instruction-là, c'est pour dire, OK, on va pouvoir builder en fonction des architectures. Et ce script-là, cette instruction-là, c'est un script total qui a été développé, qui est un GitHub Action, qui se trouve dans le repository de GitHub. Donc, vous-même, si vous apprenez bien la syntaxe, vous pourriez développer ce genre de truc-là et le mettre à disposition. Voilà. Je pense qu'il y en a qui sont commerciaux et il y en a qui sont gratuits, si je ne raconte pas des bêtises. Donc, c'est des scripts qui vont nous permettre de faire de l'automatisation, de faire assez de choses chic. Donc, comme deuxième instruction ici, on met toujours le name. Donc, setup Docker Buildings. On va utiliser quelle action? On va utiliser l'action Docker Setup Buildings. Donc, cette action va nous permettre de faire quoi? C'est elle qui va nous permettre de builder quoi? De builder les images. Donc, l'autre nous permet de pouvoir utiliser des spécifications de plateforme pour dire sur quelle plateforme on va builder. Mais celle-là va nous permettre de builder les images concrètement. Donc, comme troisième action que vous voyez, voilà, troisième instruction, troisième étape dans l'exécution de ce job que vous voyez ici, le name, c'est checkout repository et on va faire use action / checkout v3. Donc, ça, c'est une action faite par GitHub lui-même en interne
qui permet de faire quoi? Lorsque GitHub ici vous met à disposition la machine, et vous dites, c'est comme si vous voyez cette instruction-là comme une installation. OK, j'installe 2 ou 3 éléments pour pouvoir builder pour Linux, pour telle ou telle plateforme. Ensuite, j'installe tel ou tel élément sur la machine que GitHub m'a donné, bien sûr, temporairement pour faire le job, pour pouvoir également builder mes conteneurs Docker. Cette action va faire quoi? Ça va permettre le checkout de récupérer votre code. Donc, le repository dans lequel se trouve ce script-là, ce checkout va permettre de récupérer tout le code qui s'y trouve sur cette machine virtuelle-là pour retourner sur cette machine virtuelle. Donc, vous comprenez l'étape d'automatisation. Il y a une machine virtuelle qui est mise à disposition. Vous effectuez deux scripts pour installer les prérequis pour faire le job. Et après, vous récupérez tout le code rapidement sur cette machine-là. Donc, c'est ce que fait le checkout. It fetch the code from the GitHub repository into the runner. Donc, ça récupère ce code vers cette destination. Et donc, on a tout. On a Docker, on a les Docker pour build, on a le code, on a la machine que GitHub nous a mis à disposition pour faire notre job. Donc, la prochaine étape ici, c'est ce bloc de code-là. Vous voyez, on définit toujours le name, on dit l'action qu'on veut utiliser et si en même temps il y a des arguments, on les fait. Donc, ceci, maintenant, ça diffère de tout ce qu'on voit. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? On doit se connecter à Docker Hub parce que quand on va finir de builder notre image, il faut pusher. Donc, il faut se connecter. Exactement comme vous allez dans votre interface ici et vous faites connaître, vous mettez mot de passe, tant. Il faut un script, voilà, pour le faire. Et donc, pour le faire, on va utiliser Docker Hub Login, donc Docker Login Action. Donc, ils ont prévu également ça pour nous permettre de nous connecter via un script. Et il faut spécifier quoi? Votre username et votre password. Et c'est là maintenant qu'interviennent justement ces secrets-là, ces secrets qu'on a enregistrés ici, si vous vous rappelez bien, dans Setting, Secret and Variable Action. Dans les deux secrets qu'on a enregistrés ici, c'est là que ça va servir. Donc, le token contient le vrai token, le username contient votre vrai username, sans pour autant être exposé, parce que ici, ce que vous auriez fait, c'est de coller directement le token ici et de coller votre username ici. Mais en pushant ce code qui est public, n'importe qui arrive sur votre repository, GitHub verra ce token et donc il va accéder à votre compte. Et c'est quelque chose qui est très, très dangereux. Donc, c'est inclure également la sécurité dans ce que vous faites, vous protégez vous-même et protéger l'ensemble du travail sur lequel vous travaillez. Donc, l'ensemble du code sur lequel vous travaillez. Donc, voilà pourquoi justement on avait pensé à ce système de token, de secret, pour enregistrer des variables de façon safe. Et donc, dans ce genre de script, YAML, si vous faites secret.dockerhub, vous voyez, ça va référer automatiquement. Il ira chercher dans les secrets enregistrés sur GitHub qui s'assurent de la protection, de la confidentialité de ce genre d'informations et récupère la vraie valeur qui va injecter ici au moment de l'exécution. Donc, ça ne laissera pas de traces, ça vous protège. Tout le monde sait très bien que vous avez enregistré ça dans cette variable, mais ne pourra pas y accéder. Donc, pour finir avec cette étape-là, ça va permettre de vous connecter, le code se connecte à votre compte Docker Hub. Voilà. Et donc, une fois que la connexion elle est bonne, on va faire maintenant les deux fameux jobs. Donc, on va faire les builds. Donc, ce premier bloc de code que vous voyez ici, il va permettre de faire de builder quoi déjà? Le backend. Donc, on met le nom, comme toujours, build and push backend image. Maintenant, on va mettre une instruction. On a dit normalement, tout ce workflow-là dont on est en train de discuter s'exécute quand? Lorsqu'on push, on se concentre sur ceci, lorsqu'on push sur la branche main. Mais voilà, ça c'est déjà assez suffisant parce que vraiment à chaque push, ça va le faire, ça va se déclencher. Mais on peut filtrer, voilà. Donc on peut mettre du if. J'ai voulu rajouter ça également pour dire OK. Parce que, pourquoi j'ai rajouté ça, mais c'est très important pour vous. Parce que dans ce projet où il y a le cours, j'édite de temps en temps le cours, je rajoute des labs, je fais d'autres choses qui n'ont rien à voir avec ce lab spécifique. Donc, théoriquement, de ce fait, chaque fois que je vais pusher pour faire des corrections à mesure qu'on avance ensemble ici, il va déclencher tout ça et build. Donc, ce n'est pas la peine, ce n'est pas optimal. Donc, je rajoute juste un if pour dire si mon commit, voilà. Donc, je peux récupérer chaque fois que vous faites un commit, un push, vous faites un commit, n'est-ce pas? Vous mettez un commit, un commentaire sur votre push. Je pense que vous faites un commit.
C'est voilà. Le commit, voilà. C'est ce genre de test-là. Add change and deploy front-end, add week one utils. Donc, c'est ce genre de test, les commits. Donc, vous le faites, vous validez tout ça, vous mettez un test là et vous faites commit. Donc, pour récupérer ce message-là, ce commit-là, voilà. Voilà, quand on est dans ce fichier, comment le récupérer. Donc, c'est github.events.reads commit.message et .message. Donc, en faisant ça, je vais dire, je sais qu'on a pushé, que tout ça là s'est déroulé. Maintenant, si on était ici, si le commentaire que j'ai mis contient deploy API, donc c'est pour filtrer. Donc, même quand je vais push désormais, si je n'y a pas ce mot-clé deploy API dans mon commit, dans mon commentaire, ça ne va tout simplement pas builder une nouvelle image. Ça va faire les autres étapes, oui, et après, ça va s'arrêter là. Donc, c'est pour ne pas trop faire de build inutile. Et parce que ce projet contient est dédié à d'autres choses que juste le build du code, sinon pas la peine. Si c'est un projet dédié à ça, pas la peine de rajouter ce if. Il va s'exécuter. Il suffira juste de supprimer cette ligne et le tout est bon. Donc, ceci va s'exécuter quand on push et quand il y a deploy commit dans notre commentaire, dans le commit GitHub. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On a le nom, on a la condition pour continuer à faire tout ça. On va utiliser voilà, cette action Docker build push action qui nous permet de build et de push. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va préciser le contexte. Le contexte, c'est pour dire, voilà, le dossier dans lequel se trouve le fichier Dockerfile. Parce que pour builder une image, on le disait, si on allait le faire en local, le code, il est ici. On allait se rendre en fait dans le dossier backend par exemple. Et là, en fait, docker build-t, on met le nom qu'on veut, cat and dog backend par exemple, espace point. Pour dire point, utilise ce dossier-là et cherche le fichier Dockerfile dans ce dossier. Et donc, il va ouvrir ce fichier Dockerfile, lire les instructions et c'est avec ça, il va build l'image. Donc, c'est la même information qu'on est en train de renseigner ici. Donc, on renseigne depuis la racine dans notre projet, week 2, lab, action in action, then backend folder. On lui indique le path complet où se trouve en fait le Dockerfile pour le backend. Donc, il va se rendre, étant donné qu'il a déjà fait le checkout, il a tout le code, il va se rendre à ce répertoire-là. On a un argument push qui est true, voilà. True qui va nous permettre de faire quoi? À la fin du build, de pouvoir pusher et on va mettre quoi? La plateforme. Donc, voilà pourquoi on avait récupéré ceci. Donc, moi, j'ai un Mac, notamment avec une architecture ARM64. Donc, c'est pourquoi il m'a fallu spécifier ceci. Autrement, je ne pourrais pas utiliser ces images-là sur mon ordinateur. Pour vous, ça pourrait être Linux, AMD64, ça va passer. Mais pour ceux qui ont des architectures ARM également, il faudra le faire. Donc, AMD64. OK, 64. Donc, voilà. Donc, je laisse ce petit commentaire là. Et on met un tag. Donc, le tag, c'est pour dire cette image-là, ça va contenir quoi? Son tag, ça va être votre nom d'utilisateur sur Docker Hub. Donc, je mets secret.docker username / le repository dans lequel ça ira et 2.latest pour dire la dernière version. Donc, vous voyez, si on veut pousser ce script-là loin, on peut mettre $alcoolad ici au lieu de latest pour créer différentes versions à chaque build. Et donc, ça va rejoindre l'idée de faire des tags. Donc, si on avait fait un tag, vous allez récupérer, par exemple, les versions dans le message du tag et l'injecter ici. Ça fait que sur votre Docker Hub là-bas, pour cette même image, si vous buildez 4, 5, 6 fois, chaque fois, vous aurez la même image V1, V2, V3, V4. Donc, avec des versions qui évoluent et vous pouvez, entre-temps, revenir sur une autre version de cette image. Mais bon, là, je mets juste la test, ça écrase la dernière version et puis ça va pour ce lab. Donc, c'est typiquement ça, le code là, ce qu'il va faire. Il va build le backend et le mettre dans ce dossier sur votre Docker Hub, simplement. Et on fait la même chose ici pour le front-end. C'est les mêmes instructions. Seulement que, regardez, pour déployer la condition que j'ai rajoutée dans le commit, on doit avoir deploy front. Donc, c'est pas que je vais faire 2 commits, mais par exemple, si je veux déployer les deux en même temps, je peux faire un commit du style add change for week 2. Voilà. Donc, j'ai fait add change for week 2. Donc, j'ai peut-être rajouté des changements pour. Ouais, c'est une phrase que je mets and deploy API
with deploy API and je peux mettre, c'est comme une phrase, un deploy front. Donc, il va récupérer tout ce message. S'il voit deploy API dedans, il sait qu'il va déployer l'API. S'il voit deploy front dedans, il sait qu'il va déployer le front aussi. Bon, s'il y a l'un, il va faire celui pour lequel il y a la condition. Donc, voilà le fichier là qui est décortiqué et donc qui n'a plus de secret du coup pour nous. Et donc, ce fichier, il est là. Donc, si je reviens rapidement à notre README, voilà. Donc, c'est ce que je disais. Voilà, le contenu l'a décortiqué. Et quand on va faire le commentaire avec ce genre de truc, voilà, ça va exécuter et déployer l'élément. Donc, on pourra faire un test. J'ai fait des changements. Ah, ça, c'est un autre projet. What am I doing? MLOps, très bien. Voilà, donc, ouais, j'ai fait quelques changements entre-temps qui ne regardent pas directement ce truc, mais je peux faire add change for week 2, then deploy API and front. Voilà, je peux le faire, ce genre de commit là, je valide le commit. Donc, on va se rendre ici. GitHub. Je l'avais ouvert tout à l'heure déjà. C'est ici. Très bien, on est déjà là. On se rend dans l'onglet. Ouais, actuellement, c'était les anciennes exécutions. Donc, j'ai déjà mis mon commit. Maintenant, je fais le push. Donc, je fais le push pour que ça envoie mon code sur GitHub. Et vous allez voir, c'est comme si là, maintenant, on a fait un nouveau modèle, on l'a mis dans le dossier. On a déjà essayé en local et on veut que tout soit bon. Donc, on met ce genre de message là, ce genre de commit par rapport, conformément à notre fichier de configuration, bien sûr, et on fait le push. Donc, je vais réactualiser cette. Ah, je n'ai même pas besoin de réactualiser. Vous avez vu? Donc, souvent, quand vous allez venir sur automatiquement votre truc, vous allez voir un point jaune ici, pending. Donc, une action est en cours. Et quand vous allez dans l'onglet action, vous allez voir, c'est exactement mon commit que j'ai mis. Action for week 2, then deploy API and deploy frontend. Donc, il est en train de faire un truc. Donc, je clique dessus. Ici, j'ai build and push. C'est le nom qu'on a donné ici dans notre script. Voilà. Build and push. What is it? What is it? What is it? Supposed to be somewhere. En tout cas, on rentre. Ah, c'est ce qu'il exécute actuellement. Autant pour moi, il est en bas ici, build and push. C'est la dernière action qu'il exécute, qu'il est à ce niveau. Donc, en tout cas, vous voyez, ça se déroule très rapidement. Donc, il a fait chaque étape, chaque name. C'est pourquoi on met le name. Donc, vous voyez qu'il a déjà passé chacune de ces étapes-là. Il a pu se connecter à Docker Hub. On peut dérouler le contenu si on veut. Login succeed. Then, il est en train de faire quoi? De build et de push le backend. Donc, si on regarde un peu les logs, c'est exactement comme notre ordinateur. Si on regarde un peu les logs, on serait en mesure de voir les commandes qu'il exécute. Bon, c'est des faussements quelque part. Voilà, voilà. Déjà, il récupère la version 3.10 conformément à notre fichier. C'est la version 3.10. Voilà. Ici, il fait la mise à jour sur apt update. Tout ça, c'est dans le fichier Docker. Dans le fichier Docker du backend, ça se trouve ici. Voilà, ce deuxième bloc d'instruction. Je pense qu'il n'a pas encore commencé ce bloc d'instruction-là, parce que ça ne devait pas prendre du temps. Voilà. C'est typiquement les fetch qui prennent autant de temps. Donc, il va faire le job très bien. Il définit le répertoire de travail. Il fait la copie. Voilà, il installe les dépendances. Ouais. Donc, vraiment, il va tout build. C'est comme une image. Et quand il va finir de build, il va envoyer ça ici. What is it? Il va envoyer ça repository. Voilà, il va envoyer ça ici. Et on va voir last push. On va voir qu'il y a quelques minutes qu'il y a eu un nouveau push ou ce genre de truc-là. Quand ça aura fini le job, on voit. Donc, un simple push, le script automatique se déploie et il suit les étapes qu'il faut pour déployer ce genre de truc pour vous. Donc, ça prend un certain temps. Donc, on ne va pas attendre actuellement que ça finisse. Mais il va faire le job, il va build et il va faire tout ce qu'il faut pour nous. Donc, voilà, donc pour cette première partie, comment on va utiliser automatiquement les actions. Donc, si je reviens à notre README, voilà, il y a une dernière partie, voilà, cette partie, Go Fuel. Donc, on a vu comment on peut builder une image. Ces images-là vont être buildées et envoyées sur Docker Hub. Donc, notre machine est free, on passe à autre chose. Maintenant, on peut avoir besoin de se connecter à un serveur. Ici, dans le cadre de ce cours, j'avais un serveur, mais c'est un peu compliqué.
voilà, de pouvoir voir ça ici. Mais typiquement, vous aurez des serveurs. Des serveurs, on va vous donner accès à des serveurs avec un username et un mot de passe SSH. Donc, typiquement, ce genre de serveur ressemble à ça. Voilà. Ce n'est pas le terminal, vous faites SSH, votre nom, SSH, votre nom, arrobase, le domaine, tata, vous validez, ça vous demande le mot de passe et vous êtes connecté par terminal à un serveur. Voilà, un serveur, un truc du genre. Et donc, quand vous êtes connecté à ce serveur-là, c'est un truc qu'on peut aussi automatiser, c'est-à-dire inscrit dans ce script, dans ce genre de script d'automatisation. Donc, supposons qu'ici, par exemple, on a buildé, on a pushé les images, et maintenant, on veut se connecter à un serveur. Il y a une action pour pouvoir faire... Oui, Aïchata. Oui, vas-y. Bonjour, Monsieur Généré. Oui, bonjour, ça va? J'ai une question pour vous. Comment choisir l'image Docker de base la plus adaptée à un projet de data science? Bon, science de données, c'est la même chose. Ouais, tu veux parler de cette instruction-là, l'image Docker de base? Oui, ça Qui est dépend. la plus adaptée à mon projet? Oui. Est-ce qu'il y a, je vais dire, tout ça c'est heuristique. Est-ce qu'il y a un truc qui est la plus adaptée? Vous avez fait, ici vraiment, on est dans le déploiement. Donc, quand on parle d'image de base, c'est pour déployer votre solution. Donc, si vous avez fait votre modèle ou voilà, vous avez fait votre modèle sur une version qui nécessite 2.1 de Python, c'est plus maintenu, mais je raconte des bêtises, une version comme ça de Python spécifique. Voilà. Donc, c'est par rapport à ça, c'est par rapport aux spécifications. Vous avez fait vos modèles sur 2.1 et vous voulez un serveur ou bien une machine où il y a 2.1 pour qu'il n'y ait pas de souci. Genre, les mêmes environnements pour que ça fonctionne nickel. Parce que peut-être sur la 3.10 actuellement, telle ou telle, la façon d'accéder à telle ou telle fonction a changé. Donc déjà ça, par rapport aux spécifications et aux contraintes dans votre environnement de développement, les versions que vous avez, c'est ça, il faut regarder normalement pour choisir les images de base pour que tout passe crème, pour que tout se passe normalement. Maintenant, ça c'est, oui, je vais dire généralement, c'est ça. Une autre contrainte, c'est peut-être votre machine. Et pourquoi Docker a été fait? Docker a été fait parce que vous travaillez peut-être pas seul sur le projet ou seul, mais vous avez une version 3.9 qui nécessite exactement tel élément. Mais votre collègue à vous, il a une version 2.x ou un truc comme ça. Et donc, laissez même votre collègue. Vous avez une version 3.9, ça, avec ça, vous travaillez. Votre boss vous donne un serveur où c'est la dernière version top de Python qui est installée et vous n'aviez pas ça sur votre machine. Tout marche, vous allez déployer, mais les choses ne marchent plus. Vous voyez? Donc, typiquement, même si ça va partir sur un serveur où il y a la 3.11, vous en foutez de ça. Vous choisissez la version par rapport à la version de votre environnement. Donc, vraiment, Docker et le choix de version, c'est pour éviter ces surprises-là de ça marche sur ma machine, ça ne marche pas sur le serveur. Donc, vous choisissez les versions, soit en fonction des contraintes de votre projet, soit en fonction des contraintes de votre machine, de votre environnement, pour refléter exactement votre environnement. D'accord, merci. J'aimerais savoir aussi comment utiliser Docker pour implémenter des pratiques MLOps pour la gestion du cycle de vie des modèles de sciences des données. Quand l'utiliser? Quand est-ce qu'il faut utiliser Docker dans ces contextes? Comment on peut utiliser Docker pour implémenter des pratiques MLOps pour la gestion du cycle de vie? Oui, MLOps pour la gestion du cycle de vie des modèles de sciences de données. Oui, c'est typiquement déjà cet exemple-là qu'on est en train de voir ici. Docker va vous permettre de faire quoi? Vous avez le cycle de vie, votre question concernant le cycle de vie spécifiquement, ça c'est autre chose. Comment ça s'appelle? MLflow, voilà, qui va gérer, si vous parlez de cycle de vie ou de version, de modèle, vraiment vous parlez de version de modèle, ça c'est MLflow. On va l'aborder dans la semaine 3. Mais Docker, ça va s'utiliser pour quoi? Pour containeriser ces modèles-là et pouvoir les desservir. Voilà, donc vraiment, c'est ce à quoi Docker va utiliser. MLflow, ça va permettre de gérer les versions. Donc, vous avez encore le modèle dans leur version brute. Peut-être une première version, une deuxième version. Mais
c'est des modèles, ce n'est pas utilisable sous ce format. Ça demeure que des fichiers, que des modèles enregistrés qui sont là. Donc, on va voir comment faire ce versionning-là après. Mais Docker, vraiment, c'est pour faire quoi? C'est pour créer des environnements. Comme je l'ai dit, c'est une machine virtuelle, c'est pour créer comme une machine virtuelle dans laquelle vous mettez maintenant une version spécifique de votre modèle. Vous mettez le code Python, tout ce qu'il faut pour orchestrer et permettre l'utilisation de ce modèle. Donc, vraiment, c'est ce à quoi Docker sert. C'est ce qu'on est en train de voir ici. On a le truc FastAPI, on a le truc front-end également, qui contiennent des modèles. On va les build, on va les rendre disponibles à travers Docker. Donc, voilà ce à quoi Docker va servir. D'accord. Excusez-moi, quand est-ce qu'on va corriger les labs et les mini-projets ensemble? Parce qu'actuellement, j'ai quelques soucis de... J'ai créé une machine virtuelle sur ma machine, mais j'ai des erreurs. Je peux vous partager mon écran si vous voulez. Oui, on termine rapidement ceci et puis on va commencer cette session. On va essayer de voir le lab ou le mini-projet D'accord, ensemble, merci. ceux qui ont des erreurs. Et si on ne termine pas, on va, voilà. La prochaine séance également, on va faire un peu et rebondir sur les corrections. Donc voilà pour terminer déjà avec ce premier lab. J'ai pris le temps d'expliquer parce que c'est que tout le monde n'a pas touché à GitHub Action, mais c'est vraiment un truc très important à connaître. Et au-delà de ce cadre data, vous pouvez également l'utiliser pour faire de l'automatisation, faire des tests automatiques. Quand vous pushez, vous êtes sur n'importe quel projet, vous pushez, ça peut tourner des tests pour vous assurer que, par exemple, les développeurs ils ont tout bien implémenté, les fonctionnalités, fait tout plein de choses. Donc, c'est bien à savoir. Ça vous donne assez d'outils, je pense, même au-delà de la portée normalement de ce cours. Donc, je pense que le script, il s'exécute toujours. On ne va pas attendre. Voilà, il s'exécute toujours. Bon, il va faire son job, c'est son job. Voilà pourquoi on se débarrasse de ce genre de trucs-là. Il va faire le job et pusher. Donc, voilà. Maintenant, je parlais tantôt ici de ça, de ceci. Donc, vous n'aurez pas besoin de vous connecter à ce serveur. Donc, ouais, je vous laisse ici ceci qu'on ne va pas explorer, mais je vous le laisse. Ouais. Donc, ce step-là, il fait quoi? Il utilise AppleBoy SSH Action. Donc, ce script permet de se connecter à un serveur. Donc, on va spécifier le host qui est l'IP du serveur, le username, le mot de passe, le port qui est souvent le port 22. Et voilà, quand on spécifie tout ça, on va mettre un script. Donc, imaginez qu'on copie ceci comme ceci. Voilà. Et que je viens ici à la fin de ce fichier. Donc, pour dire, voilà, tu as fini de faire ce que je disais, l'indentation est très importante dans ces affaires-là. Très bien. Donc, il a fini de builder les deux images qu'il a envoyées sur Docker Hub. Maintenant, on veut déployer sur un serveur. Parce que regardez bien, ici, on a juste buildé ces images. Mais le concept, il est le même. On veut déployer sur un serveur. Eh bien, qu'est-ce qu'il faut faire? On va utiliser cette action-là. On va faire quoi? On va mettre ces identifiants jusqu'ici. Donc, entre-temps, dans votre GitHub, il faudra mettre le host, le username, le password, le port du serveur. Maintenant, c'est du serveur. Et donc, quand il aura tout ça, il va se connecter à votre serveur. Et donc, il se connecte à un serveur. C'est comme s'il a ouvert un terminal lui-même et qu'il a mis les commandes, il s'est connecté à ce serveur. Et donc, on va pouvoir exécuter un script qui est Who am I? Donc, ce script-là va afficher souvent quoi? Le nom de l'utilisateur du serveur ou bien de la plateforme actuellement, Who am I? Donc, c'est juste un script, mais c'est un exemple, il va afficher généreux, par exemple. Mais si vous êtes dans un environnement d'un serveur, ici, maintenant, vous pouvez aller loin dans le script. Vous pouvez dire, OK, là, je vais faire Docker pool, voilà. Docker pool, je mets le nom de mon image, tant, machin. Après, je fais E commercial. Peut-être je vais dans un dossier. Je finis de pool l'image, je vais dans un dossier spécifique. Après, je fais Docker run, voyez. Et ça va démarrer. Voilà. Vous préparez la suite, l'instruction de script à exécuter sur ce serveur-là pour démarrer effectivement votre projet. Ouais. Donc, voilà comment ça pourrait aider. Je le laisse, je l'enlève de ce script, mais il est dans le cours ici. Voilà. Pour vos utilisations. Parce qu'ici, on n'aura pas accès à des serveurs, donc sinon je l'aurais inclus dans le flow. Donc voilà qui met fin à ce premier lab. Je vais parcourir rapidement le dernier en une dizaine de minutes, ça ne devait pas prendre trop de temps. Donc, Docker Container. Donc, on a vu qu'on envoie des images. Et je vous ai dit tout à l'heure, pour le script qui se connecte à un serveur, vous pouvez mettre des commandes qui ne sont pas vraiment explicites.
Voilà, ces commandes-là ne sont pas vraiment correctes. Donc, ce mini-lab qui est ici vous montre en quelque sorte comment on peut exploiter ces images-là. C'est quelque chose qu'on a déjà fait dans Llama, mais je répète pour que ça reste. Donc, si on ouvre ce mini-lab, il y a juste deux fichiers, un Docker Compose dont on a parlé dans le cours, et après un README. Donc, regardez le Docker Compose qu'on va parcourir, on spécifie la version, on crée un network, pas très important. On va ici énumérer les services. Mais pour savoir, un network, c'est un réseau qui va permettre à des services, voilà, même s'ils sont différents, de pouvoir connecter entre eux, de pouvoir communiquer entre eux. Donc, ce qui est important dans ce fichier, parce que je l'ai plus exploité plus tard, c'est la version et la déclaration des services. Donc, regardez le premier service, je mets un service backend et je mets le nom du conteneur, je mets un nom que je veux, ML Stack to backend, vous mettez ce que vous voulez comme nom, et je mets l'image. Et remarquez cette image, je mets mon username, Docker Hub, le repository et le latest. C'est pour dire que récupère automatiquement sur Docker Hub dans ce compte, ce repository-là, la dernière version. Donc, ce qu'on est en train de builder de push là-bas, quand on va exécuter ce code, il va récupérer la dernière version de Cat and Dog API. Il va faire le mapping des ports. Voilà. Le port interne, le port externe. Voilà. Cette instruction, c'est pour le rajouter au network. Sinon, ce n'est pas nécessaire. On peut le supprimer. Et on dit qu'il dépend de quoi? Il dépend de DB. Je vous ai expliqué la dépendance l'autre fois. Donc, dans ce projet, on n'a pas besoin d'une base de données, mais c'est pour vous expliquer la dépendance. Pour dire, par exemple, ceci ne pourra pas démarrer sans que le service de base de données n'a pas démarré. Donc, vous pouvez également inclure des dépendances dans l'exécution des scripts comme ça. Et également, on a le front-end. On spécifie également l'image, là où il va trouver le front-end. On fait le mapping du port interne vers le port externe, le port externe vers le port interne. Et voilà, on dit que le front-end doit démarrer quand le back-end est prêt. Donc, vous voyez. Donc, ce genre d'instruction-là, il est là pour récupérer quoi? Pour récupérer automatiquement les images de GitHub, de Docker Hub. Voilà. Tout se ressemble de Docker Hub pour pouvoir démarrer les éléments qu'il faut. Donc, dans notre script, si on intègre un script qui se connecte au serveur, le code dont je vous parle là, il faudra simplement vous assurer, par exemple, que dans un dossier, on ait ce Docker Compose là. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire typiquement? Il faudra faire cd, se rendre dans ce dossier-là et exécuter cette seule commande, Docker Compose op. Voilà. Docker Compose op qui va faire quoi? Qui va récupérer justement. Donc, on va exécuter la commande Docker Compose op qui va récupérer cette dernière image et qui va démarrer le service. Cette dernière image qui va démarrer le service. Et vous aurez terminé le déploiement. Donc, je ne sais pas si 0.3. Donc, je disais que ça va être très rapide. Voilà. Tac, tac. I think it's this one. Donc, voilà, les conteneurs ont été créés. Je vais voir maintenant sur le port 8000. Donc, vous voyez, les images étaient déjà buildées. Donc, vraiment, je n'ai plus démarré ces éléments-là moi-même. Ce script-là récupère ces images-là et lance les deux services automatiquement. Donc, si je vais sur ma machine, je pense, localhost 8000. Voilà, localhost 8000, vous voyez, welcome Carapuce. Donc, si je vais dans Redoc, voilà, ça c'est notre Fast API ou Doc, si ça vous semble étranger, c'est le même projet. Voilà, on retrouve très rapidement l'image qui a été buildée, qui a été récupérée par ce script-là pour démarrer le service. Et après, le deuxième élément, c'est le front-end. On peut visualiser également le front-end sur ce port-là, 80. Je m'embrouille souvent dans le mapping de ce port. Je vais vérifier tout à l'heure qui est quoi. Alors, ça, c'est bel et bien le port interne et c'est l'autre, le port externe. OK, voyez, exactement. Cette image-là a été récupérée par ce script. Voilà justement la puissance de Docker Compose que je vous ai dit, qui permet d'orchestrer un certain nombre de services ensemble. Et il s'est bien assuré que le backend démarre avant que le front-end ne démarre. Et le backend ne peut démarrer que lorsque le service de base de données a démarré. Service qu'on n'utilise pas ici, mais dans certains cas, vous aurez besoin d'un service de base de données. Par exemple, vous voulez enregistrer chaque instruction qui vient dans votre API pour pouvoir avoir de la data renforcée, voilà. Ce genre de truc après. Donc, vous voyez, et tout est là. Le même service, il est prêt. Mais là, maintenant, tout est dans le conteneur. Donc, voilà, 6 minutes. Voilà pour ce deuxième mini-lab qui montre comment, une fois qu'on a pushé les images sur Docker Hub, comment on peut les exploiter. Et enfin, pour terminer les labs et passer aux corrections, voilà.
j'ai parlé de SSH, Action. Voilà, ici, je voulais mettre normalement tout un tuto dessus. Flemme, c'est tellement clair que j'ai pas fait ça. Mais vous l'avez vu, c'est expliqué dans le README. Le code, il est simple. Voilà, il est ici. C'est juste ce petit bout de code-là, voilà, qui fait le job. Donc, faites tout un tuto sur ça. Je trouve que j'avais vraiment la flemme. Après, dans les tips, je vous invite à lire. Il y a un autre élément que j'ai laissé ici pour vous. NGROC. Donc, j'ai vu, lorsque je regardais les soumissions, et ce sera une très bonne transition pour repartir vers la correction, mais voir ensemble avec vous les erreurs qu'il y a. J'ai vu Aïchata qui a utilisé NGROC. Donc, NGROC, je vais éclaircir les choses. C'est un élément normalement qu'on n'a pas encore vu. C'est dans la deuxième semaine, mais elle a utilisé pour déployer. Donc, NGROC, ce n'est pas, à vrai dire, une solution de déploiement, je vais dire propre, non. NGROC fait quoi? Vous permet d'avoir un travail en local et de le rendre accessible. Donc, vraiment, pour ce lab-là, il ne s'agira pas d'utiliser NGROC, mais d'utiliser des solutions de déploiement pour que ce soit indépendant. Parce qu'après, quand tu as fermé ta machine ou bien tu as quitté Collab ou ce genre de truc, c'était plus accessible. Je n'ai pas pu voir, par exemple, le travail. Donc, NGROC, ce n'est pas une solution de déploiement propre en tant que tel qui va passer en production, mais on va voir, c'est une solution qui nous permet de rendre accessible un travail qu'on a en local. Donc, vraiment, pour les labs, pour le mini-projet, il faudra utiliser pour faire ces pieds Render, par exemple, qui va vous permettre de déployer indépendamment sur Internet. Même 3 mois après, ce sera là, cette URL, et ça va être utilisable. Et c'est ce genre de solution où ça va être persisté, là. Où il y aura de la persistance, c'est ce genre de solution, on s'attend. Mais on va voir NGROC, mais ce n'est pas vraiment pour garder ça permanemment là-bas. Pareil également pour Streamlit. Lorsqu'on parlait de Streamlit, on a vu comment déployer Streamlit. En utilisant NGROC, ça va garder une dépendance avec votre machine. Donc, c'est quoi NGROC? Je parcours ça rapidement, vous allez voir. Vous allez voir comment ça peut être utile. Mais vraiment, tous les trucs, il faudra déployer selon les méthodes qu'on a vues. Donc, je l'ai dit déjà, ça permet de partager un travail en local avec le reste du monde. À quoi ça sert? J'ai rajouté ça ici, pas là, mais dans les tips, dans les astuces, parce que ça peut être utile. Vous bossez sur un petit modèle, vous voulez montrer rapidement, ce n'est pas encore le déploiement, mais vous voulez montrer ça rapidement à votre boss ou bien demander à vos camarades dans le boulot de tester avec vous cette application. C'est là, ça peut être utile parce que le projet va continuer à tourner sur votre machine. Votre machine devient le serveur. Ça devient la machine hôte. Ça va garder le projet là et vous allez mettre des codes qui vont permettre d'avoir un lien que vous pouvez partager par exemple avec vos collègues du bureau et eux, ils pourront, grâce à ce lien-là, au lieu de venir sur votre ordinateur, quand ils iront à cette adresse de ce lien, ils verront votre projet. Disons, le Streamlit que vous avez fait, ils le verront. Et s'il faut soumettre un fichier cat and dog, par exemple, ils vont soumettre, histoire de tester, voilà, de montrer rapidement un travail. Mais ce n'est pas vraiment une solution de déploiement final. Donc, ils vont pouvoir y accéder dans cette version. Ils vont visualiser. S'il faut tester des choses sur votre application, ils vont le faire. Et vraiment, chaque action qu'ils sont en train de faire là, ça redirige les instructions vers votre ordinateur. Donc, si votre ordinateur n'a pas assez de capacité, ça ne pourra pas supporter le trafic. Donc, c'est pourquoi ce n'est pas inclus comme solution de déploiement final, mais vraiment comme un truc très pratique qui permet d'exposer rapidement un travail à 1 ou 2 personnes, voilà, pour avoir de l'avis ou pour voir les bugs. Les bugs, je dis, peut-être ils sont en train d'utiliser votre application. En fait, vous avez automatiquement des logs que vous allez voir sur votre machine. Donc, ils vont vous permettre, par exemple, quand ils ont eu des erreurs, ils vont te dire, mais tiens, quand je mettais l'image, ça a bugué, ça a tourné. Tu vas dire, ah bon, à quelle heure tu as fait ça? Donc, moi, je regarde les logs de mon côté et j'aurai une idée de ce qui s'est passé. Donc, vous voyez, c'est vraiment une étape pour faire un petit test à un certain public, voir les logs, voir ce qui s'est passé et éventuellement faire les corrections avant maintenant peut-être voilà, de déployer la version finale sur un serveur. C'est vraiment ce à quoi ça sert. Donc, je vous laisse ce petit notebook ici qui vous explique NGROC, comment ça fonctionne, mais c'est assez très simple. C'est assez simple. Donc, voilà les sources. Ce n'est pas un truc que j'ai inventé. Donc, pour rédiger ce petit tuto, il y a ce blog-là que j'ai utilisé et NGROC officiel, donc la documentation de NGROC aussi. Donc, je vous ai déjà dit, à quoi c'est NGROC. Donc, comment mettre en œuvre NGROC? Déjà, il faut l'installer.
Il faut l'installer. Je pense avoir laissé voilà, le lien de NGRock ici. Il faut se rendre sur ce lien. Actuellement, mon VPN voilà, de mon institution, il m'empêche l'accès à ce site. Je ne sais pas pourquoi, mais il faut se rendre à ce lien, télécharger cet outil-là et l'installer. Et une fois que vous l'avez installé, simple vraiment l'utilisation de NGRock. Vous êtes par exemple dans le dossier projet 1 et vous voulez rendre accessible ce projet 1. Vous rendez dans le dossier, vous tapez la commande NGRock 8080 et c'est bon. C'est bon. Ça vous donnera ce genre de lien-là. Voilà. 8080, pourquoi par contre? C'est que dans ce projet, votre projet, il tourne déjà sur ce port. Je pense que c'est bien ça. Donc, il va voir dans ce dossier le projet qui tourne sur ce port en question et il va vous générer ce genre de lien. Ouais. Un lien 7774.njrock.com et vous copiez ce lien. Ouais. C'est le genre de lien que j'ai trouvé ici. Je pense bien. Voilà. Voilà. njrockfree.app dans la soumission de Aïchata. Il y a eu la soumission de Lauriane. Donc, voilà pour NGRock, pour la petite histoire de NGRock, et comment ça fonctionne. Très pratique, très rapide d'utilisation, mais vraiment, vous faites petit test. Ce n'est pas une solution de déploiement final, pas du tout. Et donc, Monsieur Généré, oui, oui. je comprends maintenant pourquoi je n'avais plus accès à, à mon projet. Parce qu'en localhost, ça marchait très bien, mais dès que l'environnement Colab s'est déconnecté, je n'arrivais plus à voir l'application Streamlit. Voilà. Merci vraiment pour l'éclaircissement. J'ai compris Voilà. maintenant. Donc, c'est vraiment ça, NGRock. Donc, je ne l'ai pas abordé dans l'autre semaine, mais c'est des choses bien pour vous. Il faut savoir ça. Parce que vous faites un petit truc, on n'est pas encore au stade de déploiement. Mais vous voulez tester avec vos amis, vous voulez montrer votre application à votre frère à la maison. Balade-toi dessus, clique dans tous les sens, essaie de voir et dis-moi s'il y a des erreurs. Donc, c'est vraiment plus dans cet instant-là, tant que cette commande-là est active, sur votre ordinateur devient le serveur. Et attention, si vous n'avez pas assez de capacité et que vous envoyez ce lien-là à 1000 personnes, le site sera down. C'est comme les attaques DDoS. Il y aura tellement de requêtes de connexion que votre machine ne peut pas desservir tout le monde et ça va planter. Donc, c'est pour vous dire, en fonction de votre capacité, c'est une solution de mise à disposition d'un travail, mais vraiment dans le cadre d'un test et un public cible réduit. Voilà. Juste pour voir rapidement comment ça marche. Donc, pour ceux que ça intéresserait, c'est quand même bien à savoir. Ça permet d'aller vite et de montrer rapidement certains trucs dans certains cas, sans devoir totalement déployer. C'est très simple. C'est dans ce dossier-là, je vous invite à lire. Ce n'est pas normalement dans la portée de ce cours, mais c'est bien à savoir. Donc, voilà qui met fin au lab de cette semaine. Et le mini-projet, je vais le présenter en 1 minute. Il n'y a pas vraiment d'évolution. Le mini-projet de cette semaine, voilà. C'est Churn Predictor in the Cloud. On est en train de travailler déjà sur Churn Predictor. Donc, dans cette semaine, on a vu quoi? On a vu Docker Hub, on a vu Docker, on a vu GitHub, GitHub Action, voilà, pour automatiser nos scripts. On a vu Docker pour containeriser, pour créer des Docker de ces machines virtuelles-là. C'est essentiellement les deux notions qu'on a brossées, voilà, pour pouvoir vraiment déployer dans le cloud. C'est vrai, on n'est pas allé dans le cloud, mais tout ça nous prépare au cloud. Pourquoi? Parce qu'après, on va avoir accès à des machines SSH. Qu'est-ce que je raconte? À des serveurs via le protocole SSH. On va avoir accès à des machines qui sont dans le cloud. Et donc, aussitôt qu'on s'y retrouve, la combinaison de Docker et de GitHub Action, ou bien de Docker et de Travis, ou bien d'un autre outil, de CI/CD par exemple, vont nous permettre de pouvoir déployer ces mêmes solutions-là qu'on déploie sur des providers de déploiement. On va pouvoir les déployer désormais dans le cloud, sur des serveurs et dans n'importe quel environnement. Donc, on a fait un pas quand même dans
les différents projets, le front et le back, de le mettre dans un nouveau repository et de rajouter GitHub Action pour automatiquement builder les images lorsque vous faites un commit, à vous de customiser comme vous voulez. Et après, il faudra simplement soumettre quoi? Cette fois-ci, le lien de ce projet GitHub. Voilà. Donc voilà, bonne chance à vous. Pour ce deuxième mini-projet, maintenant, je pense qu'on va essayer de voir les erreurs, les problèmes qu'il y a pu avoir, s'il n'y a pas de questions. Donc, est-ce qu'il y a déjà des questions par rapport à GitHub Action qu'on a commencé l'autre fois, que j'ai encore expliqué, Docker également qu'on a vu l'autre fois, sur lesquels on est revenu, ou ngrok, tout ce qu'on a pu aborder, ou aussi le mini-projet, voilà, qui est une continuité de l'autre. Donc, est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Oh, that sounds good. That sounds good. Je vais voir ça attentivement. Donc, je vois que des gens... Donc, est-ce que vous avez des questions? Donc, vous avez tout bien compris? Ah, c'est bien. Si vous avez tout bien compris, c'est parfait. Est-ce qu'au moins vous êtes avec moi? Ah, Gladys n'est pas avec moi, hein. Le pouce était retourné. J'ai une question. Oui, oui. Vas-y seulement. L'application que vous avez montrée, c'est l'application de qui? Je vais contacter la personne. Je pense, dans le fichier, hein, on va voir le nom. C'est un fichier ouvert à tous. Lauriane. L'Oriane. Là, voilà, c'est l'application de Lauriane. L'Oriane, je vais vous contacter en privé. Donc, Aïcha, tu as fait Bon. une erreur par rapport à ça. Il faudra essayer de... C'est pas un dialogue, donc il faut essayer de revoir les éléments. Donc, voilà. Donc, on va passer à la session, voilà, des bugging, erreurs s'il y a. Donc, qui sont ceux qui ont rencontré des erreurs et qui veulent qu'on voit qu'on les assiste ici. Donc, vous allez partager votre écran et on va voir. Quelle que soit l'erreur, quelle que soit, on va essayer de voir pour essayer de débloquer les uns et les autres. Donc, est-ce que vous pouvez lever la main? Je vais essayer de voir si on fait une liste, une file, puis on essaie de voir ça. Donc, qui sont ceux actuellement qui ont besoin d'assistance sur les mini-projets? Parce qu'il n'y en a que deux qui ont avancé sur le projet d'après ce que je vois. Ladi, très bien, c'est noté. Qui d'autre? Je te mets... Voilà, donc je mets Ladi en première position. Après, on a Obiang. OK. Ou else. Ladi, Obiang. Aïcha, c'est bon pour toi? Elle n'est plus là? Oui, je suis là. Non, c'est pas bon, j'ai trop d'erreurs. J'ai trop. Tu as tellement d'erreurs que tu ne veux pas te rajouter Je sur la n'arrive liste. pas à voir. Oui. Mais je peux partager mon écran, c'est pas un souci. Parce que D'accord. maintenant, je travaille en local. Je te mets en troisième position alors dans la file et on va revenir. Problème une fois, problème deux fois, problème trois fois. Bon, je suppose que c'est les trois là, ou que les autres ne sont pas là, ou je ne sais pas. On va alors commencer par Ladi. Ladi, est-ce que tu peux partager ton écran et un peu le problème que tu as? On va essayer de voir comment on peut voir ça. Je sais que tu m'as contacté, je pense. Je pense bien. C'est ainsi là, je suis. What is it? Yeah. On a beaucoup discuté sur ce truc. OK. Oh, en fait, moi, mon problème, c'est au niveau même de l'activation même de l'environnement. D'accord. Donc, voilà, très ici, bien. je suis dans Visual Code. Par exemple, si je dis maintenant point 20,
Ouais, ça va. Point je mets ici. Ici en cours. Ici en cours. On fout là de quoi? Scraps. Je mets ici scraps. Scraps. Activate. Activate. Point bat. Voilà. Vous me suivez? Oui, je te suis très bien. Voilà. Vous voyez ça, ça marche pas. C'est ce que je comprends pas. D'accord, d'accord. Voilà. On va voir ça ensemble. D'abord, est-ce que vous pourriez ouvrir sur votre gauche le dossier Data Project? Je veux voir un peu le contenu. Data Project, ouais. OK. Ce dossier-là, il est vide actuellement, de ce que je vois. OK. Ce dossier, il est vide. Dans le Ah moment, oui. quand vous avez créé le dossier Data Project, normalement, la deuxième étape, c'est de créer l'environnement. Donc, Si. pour créer l'environnement, Mhm. vous avez essayé d'utiliser la commande python-mv1.v1, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que vous pourriez reprendre cette commande-là? Ok. Mais le V11, ce n'est pas 2 E. Bon, je vais voir avec Si, vous. si. Peut-être que c'est ça le problème. Sinon, ce matin, j'ai effacé pour le refaire. Sinon, ça va marcher. Python, Python-M, M, il y a V11, VNV, point, VNV. il y a. Ouais, ça marche. Donc, vous voyez, ça a rajouté dans ce dossier-là Oui, un oui. dossier nommé V11. Normalement, ça doit vous rendre le terminal. Peut-être ça prend un peu de temps, mais ça vous rend le Oui. terminal après. Très bien, ça vous a rendu le terminal. Maintenant, Si. il faut activer cet environnement-là. Oui. Donc, faites sur Windows, comment ça se fait? J'ai laissé l'instruction dans le cours. Laissez-moi juste checker avec vous. Oui, c'est ça. Point VNV. Anti-slash. Anti-slash scripts. Anti-slash activate. Point bat. Ça, c'est la première étape. Ouais, ça marche. Maintenant, le second, où je dois refaire la même chose, point OK, VN. un instant, s'il te plaît. Il y OK. a un intervenant qui a levé la main. Je pense qu'il veut partager quelque chose avec nous, mais je n'ai pas vu de vue. Donc, j'arrête de partager. Non, 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 tu peux partager. Partage, partage. Je pense que s'il va commenter, c'est sur ce que tu fais. Je pense qu'il veut dire. Je crois que c'était le cas. Et Kias, oui, je pense que tu veux partager un truc avec nous. Je pense que c'est par rapport. Parce que c'est ton problème en règle. Donc, s'il y a des gens qui veulent parler aussi dessus, pas de C'était juste souci. en fait, avec ça. C'était juste pour dire. Oui, c'était juste pour l'aider en fait, quoi. Ok, oui, oui. C'est ce qu'on est en train de faire. Est-ce que Normal, tu trouves? Oui, normalement. non- Normalement, bon, il devait normalement déjà accéder au dossier. Et au niveau de Activate, Mhm. à chaque fois, Activate.bat ne marche pas en fait pour activer l'environnement de travail. Donc, s'il peut retourner déjà sur ça, dans le terminal, Mhm. monsieur l'a dit. Ok, monsieur l'a dit, tu peux aller dans le terminal, s'il te plaît. Parce que tout à l'heure, en fait, il a recréé l'environnement, il a déjà fait cette commande-là pour activer. Maintenant, ça semble marcher. La question que moi je voudrais poser, parce que je n'ai pas Windows, c'est normalement que quand on active un environnement, il y a cette parenthèse-là qui Voilà, apparaît ça là. Voilà, et que marche. je ne vois pas. Mais comme on est dans PowerShell, moi, je ne sais pas si tu es un utilisateur Windows et si tu sais ce genre de truc, c'est pourquoi j'ai bien voulu que tu reviennes dessus. Sinon, j'allais le conseiller de prendre un shell Linux, normalement dans shell. Je ne sais pas s'il a ça. Bon, il peut le faire déjà ici. S'il vous plaît, monsieur l'a dit. Écrivez d'abord CD en fait. Avant de commencer, écrivez CD. Effacez tout ce qu'il y a. Oui, CD. Non, pas besoin de remonter. Voilà. Effacez, mettez CD. Mhm. Oui, espace. Tab. La touche tab.
Non, la touche tab. Tab de votre clavier, en fait. Tabulation. Voilà. Désolé, hein. Et tab encore la tabulation une deuxième fois. Encore une deuxième fois. Une deuxième fois. Une troisième plutôt. Voilà, entrée. Entrée. Maintenant, vous faites activate. Et vous appuyez encore la tabulation. Maintenant, vous pouvez faire entrer. Ah. Vous avez appuyé 2 fois, c'est ça? Il ne devait pas y avoir le point bat, c'est ça? Non, normalement, non. Ok. Appuyez la touche pour remonter simplement et effacer le point bat. Le point bat là, lui, il marche. C'est le point PSL là qui ne marche pas. Oui, essayons quand même ce que Elkias dit. Je pense qu'il a un utilisateur Windows. Elkias, vous disiez. Oui, commencez juste à appuyer activate. Ne finissez Je vais pas vous faire et ça, appuyez ouais. tabulation. Tu sais pourquoi il essaie de dire ça? Parce que, en fait, si l'environnement est activé, on doit avoir un changement que je ne vois pas. Donc, rappelez la commande précédente, appuyez sur la touche direction rose, appelez la commande précédente et effacez juste point bat, effacez l'extension et valider. Voilà. Pour voir. Bon. Vous dites que la commande précédente, c'est point vif. Non, c'est point activate. La toute dernière commande qu'on a exécutée, c'est celle qui est en haut. Donc, vous appuyez la touche de direction en haut. Voilà, effacez maintenant le point bat, la fin. Effacez le point bat de la fin et valider. Voilà. Effacez le point aussi. Là, maintenant, vous validez. On va voir. Parce que je ne suis pas un utilisateur Windows. Donc, voilà ce qu'il disait. Il dit que le Activate ne marche pas. Mais le point bat marche. Oh, oui, je vois. Il doit en fait ouvrir un terminal PowerShell en tant qu'administrateur et changer execution policy. Bon, si ça ne le gêne pas, on peut organiser un meet. Il n'y a pas de souci. Donc, voilà, vous m'écrivez en chat là, comme ça, après le cours, je vais vous contacter. Il n'y a pas de souci. Apparemment, c'est la première fois que vous créez l'environnement sur le PC, quoi. Après, quoi? Non, vous mettez vos contacts en chat, comme ça, je vais laisser ça. D'accord, il n'y a pas de souci. Monsieur Ladi, vous pouvez revenir sur... voilà. Allez au niveau de PowerShell, là où il y a PowerShell, je ne sais pas si vous voyez, point supérieur droit de votre console. Il y a PowerShell avec un plus et une flèche. Voilà. La flèche. Non, pas le... Non, sur la flèche à côté du plus. Git, bash, command prompt, plate. Ok. Je ne vois pas en fait un terminal Linux là. Cliquez sur Git bash, je veux voir. Ça devait être comme Linux. Git bash. L'option Git bash. Ok. Maintenant, étant là, allez dans le dossier en question, dans le dossier Data Project. Donc, je pense que vous pouvez CD Data Project. Je veux voir si on utilise ce shell-là, qui est un shell Linux et non pas PowerShell, est-ce que ça va passer? Donc, pour tabuler, pas tout écrit. Voilà, vous validez? Très bien. Faites votre commande là, .v1 script, tout ça, on va voir. Comme vous avez activé l'environnement tout à l'heure. Vous tabulez. Bon, je ne pense pas que ce soit des anti-slash ici. Voilà. Tabuler pour commettre le moins d'erreurs. Je pense que c'est des slash, comme c'est un environnement Linux. Quand vous tabulez, qu'est-ce que ça vous donne? Anti-slash ou slash? Quand je tabule, ça donne slash. Voilà, donc mettez slash, parce que c'est comme un système Linux sur shell là. Donc mettez slash. Mettez slash et mettez grand S. Donc ça c'est anti-slash slash, voilà. Grand S et tabuler. N'écrivez pas tout pour être sûr que ça marche. Tabuler pour voir. Enfin, ça complète, donc c'est bon. Voilà, mettez également, le dernier point c'est activer, vous mettez juste A, vous tabulez.
Ah, j'ai vu, ça ne marche pas. Activate. Ok, je vais écrire activate. Point bâtir. Hein? Je vais aller voir. Je pense ici aussi ça marche. Ça reste maintenant le point. Je vais mettre tabulation VIN. Toujours script. Maintenant, activate avec A. Activate. Ça devait être Activate. non. Point PCL. Hein? C'est quoi? Ouais, c'est ça la commande précédente. C'est comme ça. Mais à la seule différence qu'ici c'est slash, de l'autre côté c'est anti-slash. Sinon c'est ça. Et c'est activé avec grand A comme ça? Oui, c'est activé avec grand A. Bon, valider, on va voir. Parce que je n'utilise pas Windows, donc ok, ça dit quoi? No search file. Donc, faites CD. Allons-y dans le dossier script. CD, V1, vous tabulez pour que ça complète et pour que vous fassiez le moins d'erreurs. N'essayez pas de tout écrire, en fait, dans ce genre. Il faut mettre tabuler, voilà. CD. Voilà, script grand S, vous tabulez. Grand S. Script, ouais. Voilà, valider. Validé. Maintenant, faites ls. On va voir un peu le contenu ls. Donc, dans ce dossier, on a activate bat, on a activé pls. Donc, faites point slash, activate. Donc, avec grand A ou bien petit A sur cette petit A. Tabuler. J'ai tabulé, ça ne marche pas. Ok, valider, sans extension, valider. Normalement, l'environnement devait être activé parce que... Si c'est activé, normalement, sur le coup, c'est un truc entre parenthèses, en parenthèse qui doit sortir là. Exactement. C'est ce qui ne va pas. Exactement. Donc, est-ce qu'il est activé déjà? Je ne sais pas s'il est activé comme ça. En tout cas, c'est pas rassurant que ce soit activé parce que si c'est conformément au cours, si c'est activé, c'est quelque chose qui devrait sortir pour notifier. Moi, je ne vois pas de notification sur ça. Oui, Monsieur Koulibaly, vous avez un commentaire. Est-ce qu'on ne peut pas créer l'environnement virtuel avec un autre package? Parce que ici, j'ai vu qu'il a créé l'environnement virtuel avec Vim. Alors, s'il crée avec Virtual 1, c'est plus facile de l'activer. Oui, mais je pense que ça, on pourrait. Vim n'est pas forcément le seul à utiliser. Mais ouais. Est-ce que vous êtes un utilisateur Windows et vous le faites comme ça sur Windows? Oui. Moi, j'utilise Windows et Linux. Donc... Ok, Windows et Linux. Donc, ce que je propose, c'est... Il y a Elkias tout à l'heure. Voilà. Après, quand il va faire le meet avec Elkias, s'il n'a pas eu de solution, je suis là. Ok, d'accord. Donc, là, ce qu'on va faire, tu peux contacter Elkias et ou... je sais pas. Oui. Voilà. C'est bon, ça marche. Merci beaucoup. beaucoup. De voir avec toi. Je pense que c'est beaucoup plus un problème lié à Windows. Je pas Windows, donc je ne sais pas trop. Sinon, mais je vais voir pour améliorer ce cours. Si je dois tester les choses moi-même sur Windows d'un camarade, voilà, et mettre beaucoup plus d'instructions claires par rapport à ça. Donc, c'est parce que vous avez Windows que vous avez un peu de difficulté à ce niveau. Il n'y a pas de souci. Ok, merci. Je vous en prie. Donc, je pense que le deuxième, c'était Obiang. Obiang, you have the floor. Oui, bonjour à tous. Oui, bonjour. Particulièrement, moi, j'ai pu avoir la solution pour ceci parce que j'ai pu contacter Aishata. Elle m'a pu envoyer, en fait, elle a pu régler mon bug. Mais par contre, j'ai une petite préoccupation, sinon une petite question. D'accord. Au niveau, en fait, déploiement, comme j'ai pas, en fait, du moins, comme elle a pu travailler tard, j'ai pas pu, en fait,
j'ai pas pu finir en fait le travail. C'est pour avoir un exemple de travail pour que je puisse en fait recomprendre en fait, du moins m'adapter au travail qui doit être fait en fait. C'est un peu ça. Et aussi une autre question. En fait, j'ai utilisé Collab et j'ai compris, bon, par ces explications que j'ai compris en fait que j'ai pas dû utiliser Collab, qu'il fallait que j'utilise un, du moins c'est un environnement local. Et je me pose la question, est-ce que sur Anaconda, c'est possible de faire le même travail? Parce que généralement, je vois que les gens utilisent VS Code. C'est possible avec Anaconda? C'est un peu ça, en fait. Merci. Ok, est-ce que c'est possible avec Anaconda? Oui, c'est possible avec Anaconda. Mais vous avez aussi dit que les gens utilisent VS Code. Est-ce qu'on peut utiliser VS Code avec Anaconda ou bien est-ce qu'on peut faire le travail avec Anaconda? C'est simple parce que généralement, les gens utilisent GitHub facilement avec VS Code. Donc, je vais te poser la question, c'est possible d'utiliser, comment dire, de connecter GitHub avec, avec Anaconda. C'est un peu ça. C'est ce que je voulais savoir en fait. Moi, c'est ça. Non, non, pas vraiment, pas vraiment. Connecter GitHub avec Anaconda, c'est ça que tu as dit? En fait, c'est un peu ça en fait. Comme du moins, lorsqu'on crée un environnement, Oui. on le connecte avec comment dire, un éditeur de programmation. Ok. Généralement VS Code ou encore Anaconda. Oui. Donc, je veux savoir, est-ce que c'est possible, parce que j'ai jamais vu une personne l'utiliser avec Anaconda, donc je vais me poser la question, Oui, c'est possible de faire avec Anaconda? oui, oui, c'est possible. Je vous montre. D'accord. Est-ce que mon écran est toujours partagé? Je pense que vous voyez toujours mon écran. Euh, Ah, j'arrête et je repartage. d'accord. Voilà. Vous voyez mon écran. Oui, je vois. Voilà. Ça, c'est peut-être parce que j'ai changé le style. Je vais faire ça. Sinon, c'est le même outil. Voilà. J'ai changé le style, voilà, pour qu'il n'y ait pas ce décalage-là entre les blocs en blanc et le bloc en noir. Sinon, en fait, c'est... Je vous montre. Voilà. Inose. Donc, je vous ce challenge de ML. Donc, vous voyez, ça, c'est un projet que j'ai créé. NASA Brief Diagnostic Inose. Enfin, un truc sur lequel je travaille. Et vous voyez, c'est du code, c'est du code. Là. Maintenant, j'ai ouvert ce projet depuis quoi? Depuis mon VS Code. Ça, vous reconnaissez bien l'interface de VS Code. Et donc, pour l'utiliser, normalement, il y a moyen de le faire. Dès que vous avez votre notebook, voilà, je pense que vous essayez simplement, ne vous dérangez même pas, et exécutez simplement la première cellule, la première instruction. Donc, ah bah. Moi, je me suis déjà connecté à l'environnement, c'est pourquoi ça fait cela. Sinon, lorsque vous allez exécuter la première instruction d'un notebook que vous amenez dans votre VS Code, vous allez voir, vous n'aurez pas besoin de cliquer comme je l'ai fait là, mais à l'exécution de la première instruction, ça va vous ouvrir ce prompt-là en haut. Et donc, quand ça vous ouvre ce prompt, ça vous donne quoi? La main de choisir les environnements dans lesquels vous voulez travailler. Donc, vous voyez, moi, j'ai un premier environnement là. Vous voyez, OPT Anaconda 3. Et dans Anaconda, j'ai créé un environnement que j'appelle PyGenomics. Donc, je peux décider de l'utiliser. Donc, quand vous allez mettre votre notebook dans Anaconda, si c'est bel et bien ça votre question, vous n'êtes pas obligé de passer par Anaconda, le bon vieux Anaconda, voilà, qui se trouve ici, cette interface-là pour travailler tout le temps. Vous pouvez simplement l'ouvrir ici si j'ai bien capté votre question et l'exécuter. Ce prompt-là vient et ça va vous permettre de choisir l'environnement et vous bougez simplement pour sélectionner l'environnement que vous voulez. Donc ça, je peux prendre, ça c'est mon environnement de base de Anaconda. Tout le monde a ça, je pense. OPT, Anaconda, Bean, Python, tout le monde a l'environnement de base. Si vous avez créé ou rajouté d'autres environnements dans votre Anaconda, vous le verrez et vous choisissez simplement l'environnement que vous voulez. Donc, je pense que c'est ça votre question. Si c'est bel et bien ça votre question, oui, c'est possible. N'ayez pas crainte, il faut juste exécuter. Voilà, ça va venir, vous choisissez l'environnement que vous voulez. Et tac, vous allez voir, le reste du code va continuer à marcher. Est-ce que c'est bel et bien ça votre question? Pour voir déjà est-ce que j'ai bien compris. Sinon, il y a moyen de le faire. Oh oui, oui, c'est un peu ça en fait. Et
si Foncom peut s'ajouter, comment connecter le compte GitHub à Anaconda? Du moins, lorsqu'on veut, préparer un projet, Oui. et on passe évidemment par le créer virtuellement grâce à GitHub et ensuite le coder sur Anaconda. Mais comment ça se fait en fait, cette connexion? Ok, comment, si j'ai bien compris, d'accord. Voilà. Donc, je pense que vous avez créé par exemple un projet et vous voulez le connecter à GitHub. En gros, vous voulez que le code soit disponible sur GitHub. D'accord. Exactement, oui. Regardons par exemple, je vais faire un truc ici.